Bonjour, c'est Dr Benzoubara, maître assistante infectiologue au CHU d'Oran. Je vous présente dans cette vidéo une des maladies infectieuses classiques et assez fréquemment rencontrées en médecine générale, qui est les oréons. Et justement, pour votre formation en tant que médecin généraliste, ce cours a des objectifs pédagogiques bien précis qui vous permettront d'acquérir le nécessaire afin de pouvoir diagnostiquer et traiter cette maladie. Donc, au terme de cette présentation, vous devez être apte à poser le diagnostic positif des oréons dans leur forme commune et de reconnaître leurs complications. Vous devez être également capable de prendre en charge les oréons sur le plan thérapeutique et capable d'instaurer les mesures préventives appropriées. Pour cela, on va voir ensemble quelques généralités et certaines notions épidémiologiques importantes concernant les oréons. On va rappeler la physiopathologie de la maladie et décrire sa forme clinique la plus typique, comment ça évolue et quelles complications elle peut donner. On va aussi voir comment poser le diagnostic positif et quelles sont les autres causes qu'on peut confondre avec les oréons sous forme de diagnostic différentiel. Et enfin, comment traiter et comment prévenir cette infection. Alors, c'est quoi les oréons? En infectiologie, on a 5 types d'agents infectieux qui sont les bactéries, les virus, les parasites, les champignons et les prions. Parmi la famille des virus, il y en a un qui cause les oréons. Il s'appelle le virus ourlien et il appartient à la famille des paramyxovirus. C'est une grande famille qui regroupe d'autres virus responsables d'infections respiratoires et de maladies infectieuses éruptives. Donc, il s'agit de maladies virales et le virus ourlien est le micro-organisme qui en est responsable. Ce virus, il est capable de se transmettre entre les individus, donnant ainsi le caractère contagieux à la maladie, et on parle de maladie contagieuse. Les oréons sont endémiques en Algérie, c'est-à-dire qu'ils sont présents de façon permanente chez nous et qui peuvent entraîner des épidémies dans certaines périodes de l'année. Je vous rappelle ici les définitions des modes épidémiologiques concernant l'évolution des maladies infectieuses. On a 3 modes épidémiologiques. On a l'endémie ou l'endémicité qui désigne une maladie qui sévit constamment dans un pays de façon habituelle. Par exemple, la tuberculose est endémique en Algérie, mais elle n'est pas en France. Un autre exemple, le paludisme est endémique au Mali, mais pas en Algérie. On a le mode épidémique ou l'épidémie, c'est lorsqu'on assiste à une augmentation rapide des cas dans une période donnée et dans une région donnée ou au sein d'une collectivité, comme c'est le cas de la grippe qui en hiver elle est responsable d'épidémie. Et on a la pandémie, c'est lorsqu'une épidémie se répand à travers le monde et touche plusieurs pays, comme c'est le cas actuellement de la pandémie de la Covid-19 due au coronavirus. Donc le virus ourlien peut être à l'origine d'épidémies dans les collectivités et sévit sur un mode endémique en Algérie. Une autre caractéristique principale de ce virus, c'est qu'il atteint essentiellement les enfants. Et quand on tombe malade des oréons, généralement on développe une forme bénigne qui guérit spontanément. Et on va voir dans l'expression clinique que le virus ourlien a un tropisme particulier pour les tissus glandulaires et nerveux. En d'autres termes, il adore bien ces tissus au niveau desquels il va être responsable de manifestations cliniques. Une fois qu'on attrape le virus ourlien, notre système immunitaire va se défendre, il va produire des anticorps qui nous protégeront pratiquement toute la vie. Et là, on parle du caractère immunisant de la maladie. Récapitulons concernant les points généraux essentiels des oréons, c'est que c'est une maladie virale contagieuse et généralement bénigne qui sévit sur un mode endémo-épidémique et qui est immunisante. Avant d'aborder le chapitre essentiel du cours qui est la clinique, il est important de rappeler quelques modalités épidémiologiques concernant les oréons. En fait, l'épidémiologie et l'infectiologie se complètent et on ne peut pas connaître une maladie infectieuse sans passer par quelques notions d'épidémiologie qui sont le mode de transmission, le réservoir de l'agent infectieux, s'il y a un âge particulier de survenue ou pas, ainsi de suite. Donc, le virus ourlien, il appartient à la famille des paramyxovirus ou paramyxoviridae, c'est la même chose. En virologie, on classe les virus en fonction de leur matériel génétique, en famille, en genre et en espèce. Donc le virus ourlien appartient à la famille des paramyxovirus. Il est du genre rubulavirus et il possède un génome sous forme d'ARN. Cette photo ici montre le virus sous microscope électronique. C'est un virus qui a une enveloppe et à l'intérieur un génome sous forme d'ARN. On le retrouve où ce virus?
sachez qu'il est hébergé au niveau du rhinopharynx de l'homme, au niveau de la gorge, et son réservoir habituel est strictement humain. Ce virus, il peut passer d'une personne à l'autre par voie aérienne à travers les gouttelettes salivaires qu'on projette lorsqu'on tousse, on éternue ou même en parlant, qu'on appelle les gouttelettes de Fluge et qui contiennent les particules virales. Ceci représente le mode de transmission le plus fréquent. Cependant, on peut être contaminé par un autre mode qui est la contamination par l'intermédiaire des objets souillés par la salive d'une personne malade, surtout en absence de mesures standards d'hygiène, notamment le lavage des mains et quand on touche souvent le visage. Donc on a deux modes de transmission ou de contagiosité. Le mode direct par voie aérienne, c'est le plus fréquent, et le mode indirect via les objets souillés par la salive contaminés par le virus. Cette contagiosité, elle dure plusieurs jours. Elle commence bien avant l'apparition des signes cliniques de la maladie, de 1 à 2 jours, et se prolonge jusqu'à une semaine après. Durant cette période, la personne est contagieuse pour son entourage si le contact entre eux est proche et étroit, c'est-à-dire moins de 1,5 mètre. Comme on l'avait déjà dit, une fois qu'on a les oréons, on est protégé par notre immunité qui va développer des anticorps protecteurs et une mémoire solide permettant de reconnaître les antigènes viraux lors d'un deuxième contact avec ce virus. Et rapidement, le système immunitaire va se débarrasser de lui et on ne va pas tomber malade une deuxième fois ni exprimer les signes de la maladie une deuxième fois si on rencontre ce virus une autre fois. Sauf très rarement chez des personnes immunodéprimées qui à la base ils ont une immunité fragile et faible, et ça reste très très rare. Autre particularité, c'est que les oréons touchent beaucoup plus les enfants d'âge scolaire de 5 à 12 ans. Néanmoins, même les autres tranches, y compris l'adulte, peuvent être atteintes. Et c'est surtout lors de l'hiver et du printemps qu'on peut avoir des petites épidémies dans les collectivités, notamment dans les crèches, dans les écoles et dans l'entourage familier. Qu'en est-il de la physiopathologie des oréons? Alors, en bref et en résumant le cycle du virus, ce que vous devez savoir, c'est que le virus va pénétrer par la bouche et ou par le nez, à travers les gouttelettes salivaires d'une autre personne malade qu'on va inhaler, et il va s'installer au niveau de l'épithélium des voies respiratoires supérieures. Il va se multiplier localement dans les systèmes réticulo-endothélial et lymphoïde. Ensuite, il passe dans le sang et là, on parle de virémie. C'est comme on dit bactériémie lorsqu'une bactérie est présente dans le sang, ou parasitémie quand le parasite est présent dans le sang. Donc cette virémie va contribuer à la diffusion du virus dans l'organisme, à tous les tissus, mais comme ce virus aime bien les tissus glandulaires et nerveux, pour lesquels il a une grande affinité, c'est ce qu'on appelle le tropisme, il va les attaquer beaucoup plus particulièrement et être responsable de manifestations cliniques. Parmi les tissus glandulaires ou les glandes les plus touchées par le virus ourlien, on a la glande parotide. Donc, au niveau de la glande parotide, l'activation du système immunitaire et l'afflux des macrophages et des lymphocytes va être responsable d'une inflammation locale qui va se manifester cliniquement par les signes cardinaux de l'inflammation qui sont la douleur, la chaleur, la rougeur et l'œdème. Un petit rappel anatomique s'impose pour mieux comprendre la clinique. La glande parotide, c'est cette glande qui se situe en dessous de l'oreille de façon bilatérale. C'est une glande exocrine qui sécrète de la salive essentiellement, qu'elle déverse dans la cavité buccale par l'intermédiaire d'un canal qu'on appelle le canal de Stenon. Le canal de Stenon, il a un orifice externe qu'on peut facilement voir lorsqu'on examine la muqueuse jugale interne. Il se situe en regard des dents molaires. Donc, la glande parotide sera la manifestation, l'inflammation dans la glande parotide sera la manifestation clinique la plus fréquente. Accessoirement, les autres glandes salivaires sublinguales et sous-maxillaires peuvent être aussi touchées, et secondairement, la glande du pancréas et les testicules
aussi peuvent être le siège d'une inflammation due au virus ourlien en même temps que le système nerveux central. Donc, qu'est-ce qui se passe cliniquement quand on attrape le virus des oréons? En infectiologie, généralement, on prend la forme la plus typique pour décrire la maladie. Et dans le cas des oréons, c'est la parotidite ourlienne qu'on va décrire du moment qu'elle se voit dans 70% des cas qui sont infectés par le virus des oréons. Une maladie infectieuse passe par 3 phases qui sont l'incubation, la phase d'invasion et la phase d'état. L'incubation, c'est une période qui sépare le premier jour de la pénétration du virus et le premier jour de l'apparition des signes cliniques. C'est une période totalement asymptomatique, elle est silencieuse et elle est variable d'une maladie à une autre. Ensuite, on a la phase d'invasion, durant laquelle on a des symptômes cliniques non spécifiques de la maladie et elle aussi, elle est variable d'une maladie à une autre. Puis, il y a la phase d'état où on a les signes spécifiques de la maladie et c'est là qu'on peut poser le diagnostic et confirmer notre hypothèse. Alors, en ce qui concerne les oréons, l'incubation, elle est assez longue. Elle va de 15 jours à 24 jours. Elle est en moyenne de 19 jours et je répète, durant laquelle on n'a aucun signe clinique et le malade le virus là est en train de se multiplier et de gagner les organes cibles. Ensuite, on a la phase de début ou d'invasion, durant laquelle le malade commence à avoir le premier signe classique qui est la fièvre. Cette fièvre, elle est modérée, c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas les 38,5 degrés, sachant que quand on parle de fièvre, c'est lorsque la température centrale du corps dépasse, quand elle est supérieure ou égale à 38 degrés. Parfois, la température s'élève à peine à 38 ou s'approche des 38 degrés, genre 37,8, 37,9. Et là, on parle de fébricule. Donc, dans les oréons, au début, le malade ressent de la fièvre modérée ou des fébricules. Et à ces degrés-là, la fièvre, elle est très bien tolérée. Il peut décrire une légère fatigue ou un léger malaise, mais en général, l'état du malade reste bon. Aussi, dans cette phase de début, il commence à ressentir des douleurs en mâchant de la nourriture et aussi des douleurs au niveau des oreilles qui sont les otalgies. Jusque-là, rien de spécifique des oréons et si le malade se présente à ce stade-là en consultation, rien ne permet de reconnaître les oréons. On a besoin soit d'attendre encore plus pour voir s'il y a l'apparition d'autres signes cliniques et de demander au malade de revenir en consultation. Donc, après la phase de début qui dure 24 à 48 heures, apparaît la phase d'état et qui est caractérisée par le maître symptôme des oréons qui est la parotidite ou l'inflammation de la parotide. Regardez sur la photo à droite, l'enfant présente une tuméfaction de l'aire parotidienne qui refoule le lobe de l'oreille en arrière et en haut. Cette tuméfaction parotidienne, elle est douloureuse spontanément. Et cette douleur, elle est accrue à la palpation. Si on touche le malade dans cette région-là, il va sentir une douleur plus intense. Les douleurs au niveau de la tuméfaction parotidienne irradient vers l'oreille et donnent les otalgies. Si on palpe la tuméfaction parotidienne, on va constater une consistance ferme et élastique. C'est très important de palper. Ce geste clinique à lui seul permet de faire le diagnostic différentiel, par exemple avec une tumeur parotidienne qui donne plutôt de la consistance dure. Donc la tuméfaction parotidienne des oréons, je répète, c'est une tuméfaction douloureuse spontanément et à la palpation. Sa consistance, elle est ferme et élastique et on peut remarquer une rougeur
en regard de cette tuméfaction, souvent elle est absente. Donc cette tuméfaction, elle s'associe avec de l'œdème facial et un œdème du cou. Et si on examine la cavité buccale du malade, on va constater une rougeur de l'oropharynx, c'est la pharyngite, et une inflammation de l'orifice du canal de Sténon qui apparaît turgescent dû à l'œdème local et qui apparaît rouge. Donc, l'examen de la cavité buccale, il va mettre deux signes qui vont réconforter le diagnostic des oréons. C'est l'inflammation de l'orifice du canal de Sténon et la pharyngite. La pharyngite, elle n'est pas spécifique bien sûr des oréons. On peut la retrouver dans pas mal d'infections respiratoires hautes, mais c'est plutôt l'inflammation de l'orifice du canal de Sténon qui plaide en faveur du diagnostic de la parotidite ourlienne. Bien sûr, en présence d'autres signes cliniques généraux. Dans la phase d'état, le malade il peut présenter de la fièvre modérée, comme il peut présenter rien que des fébricules. Il peut décrire des céphalées et son état général reste relativement conservé. À la palpation lors de l'examen clinique, on va retrouver que les ganglions cervicaux sont aussi enflammés et augmentés de volume, c'est les adénopathies. Et donc dans les oréons, les adénopathies sont présentes, surtout celles au niveau prétragéen et sous-angulo-maxillaire. La tuméfaction parotidienne apparaît d'abord unilatérale, elle peut se bilatéraliser et quand elle se bilatéralise avec l'œdème du cou et facial, ça donne le visage périforme. C'est en fait un visage qui ressemble à une poire. Les manifestations cliniques de la parotidite sont les mêmes que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Vous regardez sur cette photo que la tuméfaction, elle a le même aspect que celle de l'enfant et elle garde les mêmes caractéristiques qu'on vient de citer. Parfois, la glande sous-maxillaire, elle est aussi atteinte en même temps que la parotide et là, l'œdème, il est plus important et ça donne l'aspect qui est démontré par cette photo à droite. Comment ça évolue cette parotidite? Sans qu'on donne aucun traitement, la parotidite, en une dizaine de jours, elle va disparaître avec tous les signes cliniques généraux associés et le malade va guérir spontanément. Ça ne va laisser ni de séquelles ni de cicatrices. Parfois, des complications peuvent apparaître et ce sont en fait les localisations secondaires extrasalivaires du virus ourlien. Dans les oréons, les complications de la maladie sont elles-mêmes les localisations secondaires extrasalivaires qui touchent essentiellement le système nerveux central, les testicules et le pancréas. Très exceptionnellement, d'autres glandes sont atteintes. Donc, on commence par les localisations du système nerveux central. À ce niveau-là, le virus peut entraîner une méningite ou une encéphalite ou une atteinte des paires crâniennes. Quand il s'agit d'une méningite ourlienne, le tableau clinique est celui de toute méningite, c'est-à-dire qu'on va avoir un syndrome méningé fonctionnel et physique fébrile avec des céphalées, des vomissements en jet, de la raideur et les autres signes physiques de la méningite. La ponction lombaire va ramener un LCR clair avec une pléocytose qui est la réaction cellulaire au niveau du LCR à prédominance lymphocytaire. Et la biochimie va montrer une normoglycorachie et légèrement une hyperprotéinorachie. La méningite ourlienne, elle a un bon pronostic, elle évolue favorablement vers la guérison et elle ne laisse pas de séquelles. Cette méningite ourlienne, en général, elle apparaît en même temps que la parotidite, soit 5 jours après l'apparition de la parotidite. Mais elle peut apparaître bien avant la parotidite, c'est-à-dire avant qu'on aille la tuméfaction parotidienne. Et donc, la méningite sera la première manifestation des oréons, comme elle peut apparaître jusqu'à 2 semaines après, alors que la parotidite paraît en voie de guérison.
Heureusement, la méningite, elle est de bon pronostic. Par contre, l'encéphalite, quand il s'agit de l'atteinte du cerveau, là, c'est grave. Donc, cette localisation, elle est rare, mais grave. Elle peut entraîner le décès dans 1 à 5% des cas et cliniquement, elle va se manifester par un syndrome encéphalitique qui comporte des troubles de la conscience pouvant aller jusqu'au coma, des crises convulsives et des déficits neurologiques, moteurs ou sensitifs. Cette localisation peut guérir spontanément sans laisser des séquelles, mais elle peut aussi laisser des séquelles neurologiques comme des paralysies et ça se voit surtout chez l'adulte. Concernant l'atteinte des paires crâniennes, ce qui est spécifique des oreillons, c'est l'atteinte de la 8e paire qui commande l'audition et donc le patient qui a des oreillons peut présenter une surdité et malheureusement cette surdité elle est souvent définitive et inappariable. L'atteinte de la vision elle est aussi possible et d'autres atteintes comme celle de la moelle épinière, des paralysies faciales, des névrites peuvent aussi se voir lors de l'infection par le virus ourlien. En dehors de la parotidite et du système nerveux central, les autres glandes extrasalivaires qui peuvent être touchées relativement plus fréquemment que les autres sont les testicules et le pancréas. En ce qui concerne les testicules, l'inflammation va donner ce qu'on appelle l'orchite, qui est l'apanage des adultes après la puberté. L'orchite ourlienne se voit chez l'adulte pubère. Elle est souvent unilatérale comme elle peut se bilatéraliser. Elle survient généralement 4 à 8 jours après la parotidite. L'orchite cliniquement va donner de l'inflammation, les signes de l'inflammation qui sont des testicules augmentés de volume à cause de l'œdème local, de la douleur, de la chaleur et de la rougeur locale. La douleur au niveau des testicules irradie aussi vers l'abdomen et les lombes et quand on a une orchite ourlienne, la fièvre va reprendre et là la fièvre elle est élevée et mal tolérée par le malade. L'orchite peut être associée à une épididymite et ça donne l'orchiépididymite. Donc, dans la localisation testiculaire, l'évolution elle est favorable. Au bout d'1 semaine à 2 semaines, les symptômes vont disparaître et le malade va guérir. Ça peut laisser des séquelles comme une atrophie testiculaire ou des anomalies du spermogramme, mais rarement une stérilité, même si l'atteinte elle est bilatérale. Donc je répète, dans l'orchite ourlienne, la stérilité elle est rare, même quand on a une orchite bilatérale. En ce qui concerne le pancréas, son inflammation va donner la pancréatite, qui est rare, ça se voit dans 4% des cas. Cliniquement, ça se manifeste par des douleurs épigastriques ou des vomissements comme ça peut être totalement asymptomatique, c'est-à-dire on n'a aucun signe clinique, par contre on a un signe biologique. Pour confirmer la pancréatite, on a besoin de demander le dosage de la lipazémie, que lorsqu'il est élevé, il va confirmer l'atteinte pancréatique. La pancréatite ourlienne, elle est aussi d'évolution favorable spontanément. C'est exceptionnellement qu'elle peut laisser des séquelles et on parle là de diabète. Je vous l'ai mis ici, c'est parce que ça a été décrit dans la littérature, mais on voit très exceptionnellement un diabète au décours des oreillons. D'autres glandes peuvent être aussi touchées, comme c'est le cas des seins, des ovaires, de la thyroïde, exceptionnellement, et même le myocarde peut être le siège d'une inflammation due au virus ourlien qui se manifeste surtout par des signes électriques à l'ECG. En fait, tous les virus peuvent donner une atteinte cardiaque sous forme de myocardite et là, l'évolution, elle est favorable avec un traitement symptomatique. Il y a un cas particulier qui concerne la femme enceinte lorsqu'elle est infectée par le virus ourlien, c'est qu'elle est exposée au risque d'avortement, mais concernant son fœtus, les études n'ont pas démontré un effet tératogène du virus ourlien, c'est-à-dire qu'on n'a pas démontré qu'il y a des malformations suite à l'infection fœtale par le virus ourlien. Cependant,
on a publié, on a décrit quelques cas de cardiopathie suite à l'infection maternelle ourlienne et ça reste de l'ordre de l'exceptionnel. Donc, après tout ce qu'on a vu, vous avez constaté que le diagnostic des oreillons, il est très facile. Rien qu'en inspectant le malade avec l'aspect de la parotidite, on va directement penser aux oreillons. Et donc, le diagnostic des oreillons, il reste clinique. On n'a pas besoin d'examen paraclinique pour le confirmer. Par contre, on a besoin de faire un bon interrogatoire et un bon examen clinique pour réunir tous les arguments en faveur des oreillons. Donc, lorsqu'on est face à un malade qui présente une parotidite avec l'inflammation de l'orifice du canal de Sténon, avec un léger syndrome infectieux et surtout une notion de contagion, c'est-à-dire qu'il existe des cas similaires autour du malade, là, on va poser le diagnostic positif des oreillons. Si on va demander des examens paracliniques qui ne sont pas bien sûr nécessaires, qu'est-ce que ça va montrer? Donc, la numération formule sanguine va objectiver une leuconeutropénie, c'est-à-dire une diminution des globules blancs et des neutrophiles. C'est le cas de la parotidite. Par contre, en cas de méningite, orchite ou pancréatite, on a plutôt une hyperleucocytose, c'est l'élévation du taux des globules blancs. Dans le cas de la pancréatite, là, on a besoin de demander un examen paraclinique qui est le dosage de la lipase dans le sang et quand elle est plus de 3 fois la normale, elle est élevée et ça confirme le diagnostic de pancréatite. Une parenthèse que j'ouvre ici, que durant les oreillons, on a constaté que l'amylasémie est souvent élevée. Avant, on faisait le diagnostic de la pancréatite avec le dosage de l'amylasémie, mais ce n'est plus le cas. Ce qui est plus spécifique au pancréas, c'est la lipasémie. Par contre, même si on n'a pas de pancréatite, on peut avoir une amylasémie élevée dans le cas des oreillons. Bien sûr, on dispose de moyens de diagnostic de certitude qui vont permettre de poser de façon formelle le diagnostic des oreillons. On a la PCR qui va mettre en évidence l'ARN viral et qu'on peut pratiquer sur plusieurs liquides biologiques comme la salive, les sécrétions rhinopharyngées, le LCR et les urines. On a aussi la sérologie qui offre plutôt un diagnostic indirect qui va mettre en évidence des anticorps anti-ourliens. La PCR, c'est une technique qui est coûteuse, qui n'est pas tout le temps disponible. Par contre, la sérologie, c'est une technique qui est disponible et qui est peu coûteuse. Donc, en pratique courante, quand on veut confirmer de façon formelle le diagnostic des oreillons, surtout dans les localisations extra-salivaires, comme dans le cas des méningites, on peut recourir à la sérologie et donc quand on demande la sérologie ourlienne, on va demander le dosage ou le taux de deux types d'anticorps. Les anticorps de type IgM et les anticorps de type IgG. Un principe général en maladie infectieuse, c'est que quand les anticorps de type IgM sont positifs, ils signent l'infection récente. Quand les anticorps de type IgG sont seuls positifs, en présence de signes cliniques, on a besoin de faire un deuxième prélèvement à distance, à 10 jours d'intervalle, à la recherche d'une ascension du taux d'IgG pour confirmer le diagnostic. Par contre, si on a des IgG seuls positifs et en absence de signes cliniques, là on est devant une infection ancienne et ça signe l'immunisation. Donc c'est le même principe dans les oreillons. Quand on demande la sérologie anti-ourlienne et quand on tombe sur des anticorps IgM anti-ourliens positifs, on confirme l'infection récente et de façon formelle. Si on a les signes cliniques de la maladie, on demande la sérologie anti-ourlienne et on tombe sur des IgG seuls positifs, on va prélever une deuxième fois
à 10 jours d'intervalle à la recherche d'une augmentation du taux d'IgG qui est en faveur de la maladie actuelle. Car dans la cinétique des anticorps, les IgM sont les premiers à apparaître, ils peuvent disparaître rapidement. Par contre, les IgG apparaissent peu après les IgM et ils persistent pratiquement toute la vie et leur augmentation entre deux prélèvements devant un tableau clinique plaide en faveur du diagnostic. On a d'autres examens paracliniques qui confirment les orients, comme la réaction de fixation du complément, comme la culture cellulaire qui n'est pas de pratique courante et qui est très coûteuse. De toute façon, ces deux examens ne sont pas de pratique courante chez nous. Alors, quand on a des auréons, en fait, quand on a une parotidite, il faut savoir qu'il n'y a pas que les auréons, qu'il n'y a pas que le virus ourlien qui peut donner cette tuméfaction parotidienne. Il y a plein d'autres agents infectieux qui peuvent donner le même tableau clinique, en fait, la même tuméfaction parotidienne. Donc, par exemple, on a le VIH, le virus para-influenza, influenza A, les virus de la grippe qui peuvent aussi donner une parotidite. Et pour faire la part des choses, bien sûr, on va rechercher les signes cliniques en faveur de tel ou tel agent viral. Il y a aussi des bactéries qui peuvent donner une parotidite. Dans le cas d'une origine bactérienne, généralement la fièvre elle est élevée et la formule sanguine elle va plutôt montrer une hyperleucocytose, alors que dans la parotidite virale on a une leuconeutropénie. Dans le cas où c'est des médicaments qui donnent de la parotidite, c'est le cas par exemple de certains médicaments en cardiologie qui dans leur effet secondaire peuvent donner une parotidite. Là c'est l'interrogatoire qui va nous orienter. Bien sûr, on ne va pas retrouver les signes cliniques en faveur des auréons, ni de notion de comptage. Par contre, on va retrouver la notion de prise médicamenteuse. Il y a aussi certains toxiques qui peuvent donner une parotidite, et là, l'anamnèse peut orienter vers ce diagnostic en absence des signes en faveur des auréons et en présence de l'exposition à ces toxiques. La lithiase salivaire, c'est parmi les causes qui donnent de la parotidite, et là, on va recourir à l'ORL pour faire la part des choses quand on a un doute diagnostique. Et il y a aussi les adénites d'origine dentaire qu'on peut confondre avec la parotidite. Et bien sûr, l'existence d'un abcès dentaire peut orienter le diagnostic. Et enfin, les tumeurs parotidiennes peuvent aussi donner un aspect pareil comme la parotidite ourlienne, mais là, rien que la consistance de la parotide qui est dure peut trancher et orienter plutôt vers l'origine néoplasique. Dans le cas d'une méningite aiguë à liquide clair, et s'il y a une notion de comptage ourlien, on va bien sûr penser à l'origine ourlienne, mais on va en même temps discuter les autres causes de méningite à liquide clair, et ça, c'est l'affaire du spécialiste pour confirmer le diagnostic. Comment on traite les auréons? On l'a bien dit dans l'évolution, même si on ne donne rien, même si on ne donne aucun médicament, les auréons vont guérir. Donc la prise en charge des auréons est uniquement symptomatique. L'évolution est spontanément favorable. Dans le cas de la parotidite, on peut prescrire du paracétamol. C'est un antipyrétique et antalgique qui va soulager le malade s'il a des douleurs, s'il a de la fièvre. Dans le cas de l'orchite, on va en plus du paracétamol prescrire un suspensoire de testicules qui va lutter contre l'œdème et soulager le malade par rapport à la douleur, et on peut aussi prescrire des anti-inflammatoires. Là, j'ouvre une parenthèse, car en maladie infectieuse, généralement, on évite de prescrire les anti-inflammatoires dans les infections bactériennes et virales, car ça favorise les complications. L'inflammation, c'est un mécanisme de défense naturel, et quand on donne des anti-inflammatoires, on est en train de supprimer l'inflammation, et donc favoriser l'extension du foyer infectieux. Mais dans le cas de l'orchite ourlienne, il y a des auteurs qui ont
indiquer la prescription des anti-inflammatoires et ça donne une bonne évolution, ça soulage le malade et ça raccourcit sa souffrance. Donc ça reste controversé la prescription d'anti-inflammatoires dans le cas d'orchite. Il y en a qui donnent, il y en a qui ne donnent pas. Généralement, en pratique courante, on donne des anti-inflammatoires car la douleur testiculaire, elle est très mal tolérée par le malade et ça favorise la guérison rapide. Dans le cas de la pancréatite, c'est la prise en charge générale d'une pancréatite. On va mettre au repos le tube digestif, on va assurer l'apport hydrique par voie veineuse et on va donner des antispasmodiques contre les douleurs abdominales. Dans le cas d'une méningite, le traitement aussi reste purement symptomatique, on ne donne que du paracétamol. Par contre, là, on va hospitaliser le malade. Dans la parotidite, dans la forme commune, on n'hospitalise pas le malade, on traite en ambulatoire, on suit le malade en ambulatoire, mais dans la méningite, on hospitalise le malade pour une surveillance de près, car toute méningite peut compliquer, et même si on hospitalise le malade, on ne va donner qu'un traitement symptomatique. On avait dit que généralement l'évolution elle est favorable en quelques jours. Dans le cas d'une méningoencéphalite, lorsque le cerveau il est atteint, là c'est plus grave et ça nécessite une hospitalisation en unité de soins intensifs, de réanimation et on donne des médicaments contre l'œdème cérébral, des médicaments contre les convulsions et toutes les mesures de réanimation nécessaires. Donc en résumé, dans les oréons, on ne prescrit qu'un traitement symptomatique, on recommande surtout du repos au lit et on rassure le malade car l'évolution elle est souvent favorable dans la forme commune, sauf là où il y a une atteinte de l'encéphale que c'est grave. Enfin, peut-on prévenir les oréons ou pas? Bien sûr, on peut les prévenir. Comment? D'abord, quand on reçoit un malade qui fait les oréons, on ne doit pas oublier de prescrire une éviction du travail ou de l'école. Si c'est un enfant, il ne doit pas aller à l'école. Si c'est un adulte, il ne doit pas aller travailler pendant 9 jours après le début de la parotidite, car il va contaminer son entourage et donc pour prévenir la contamination de l'entourage familier ou l'entourage du travail du malade, on va interdire aux malades d'aller au travail et l'enfant d'aller à l'école. C'est une action préventive qui va casser la chaîne de transmission du virus et on va éviter l'éclosion d'épidémies. On dispose d'un moyen plus solide pour prévenir à la base et d'emblée les oréons, c'est le vaccin. Sachez qu'en Algérie, le vaccin contre les oréons n'était pas obligatoire. Ce n'est qu'en 2015 ou 2016 qu'on a commencé à vacciner les enfants contre les oréons et ce n'est qu'en 2015-2016 qu'on a introduit le vaccin des oréons dans le calendrier vaccinal national. Actuellement, tous les enfants le prennent. C'est un vaccin qui est combiné à celui de la rougeole et celui de la rubéole. On l'appelle ROR vaccin ou ROR vaccin. C'est un vaccin qui est très efficace, qui nous confère une immunité solide, qui va nous protéger durant toute notre vie. C'est un vaccin qui est vivant atténué, donc il est contre-indiqué chez la femme enceinte et chez toute personne qui a un déficit immunitaire. Et encore, c'est un vaccin qui est très bien toléré. Bien sûr, il a des effets secondaires, mais ces effets secondaires sont rares et d'ordre banal. On peut avoir une rougeur ou une douleur au niveau du point de piqûre du vaccin. On peut présenter de la fièvre, même de la parotidite, une éruption cutanée ou même de la méningite, mais c'est des effets sans gravité et qui disparaissent en quelques jours. Donc, ce vaccin, il est inclus dans le calendrier vaccinal national. Il se donne en 2 injections, la première à l'âge de 11 mois et la deuxième à l'âge de 18 mois, combiné à celui de la rougeole et de la rubéole. Et au bout de 2 injections, on est à vie protégé et immunisé contre les oréons. Avant de finir, je vous laisse
quelques références bibliographiques en cas où vous voulez lire plus sur les oreillons. Il faut aller surtout chercher sur l'encyclopédie médico-chirurgicale des maladies infectieuses et sur l'ECN et le PILI, qui sont des ouvrages français spécialisés en maladies infectieuses. Faites attention, ne lisez pas n'importe quel article sur le net, il faut toujours se référer à des documents scientifiques validés. Je vous dis merci pour votre attention et au prochain cours.